Qui est le meilleur coach de l'histoire du QSI? Paris Central est présent pour pouvoir en débattre et savoir quels sont les meilleurs et les pires coachs de l'histoire de QSI depuis le rachat en 2011. Avec moi, Rekoba, Gato. Les gars, on va commencer sans plus tarder pour classer certains coachs. Et on commence avec le tout premier, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, en vrai, c'est difficile d'en parler parce que on garde quand même un bon souvenir et un goût d'inachevé. Parce qu'il est parti, il y a eu une brouille clairement avec les dirigeants. Et en vrai, en Ligue des Champions, là où ça compte, il avait eu des bons résultats. On s'était fait sortir sans avoir perdu. Mais malheureusement, quand il arrive, on est premier de Ligue 1 et on perd le titre. Puisque c'est Montpellier qui était champion cette année-là avec Giroud, on s'en souvient. Giroud, Belhanda. Donc c'est mitigé, en vrai, c'est mitigé, mais on aurait aimé voir plus parce qu'on pense qu'il aurait normalement fait mieux. Gato? Ouais, 1 an et demi. C'est vrai que la prestation, le 2-2 au Parc des Princes face au FC Barcelone et le 1 partout là-bas, on était qualifiés à un moment parce qu'on menait 1-0. C'est vrai que ça reste dans les mémoires. Avec les joueurs qu'il a eu, on est vraiment passé d'un PSG où on galérait un petit peu en Coupe d'Europe à on rentrait dans une autre dimension, instaurer quelque chose. On aurait voulu le voir plus, mais je ne peux pas le mettre premier parce que quand même le fait est qu'on arrive premier à l'hiver avec le départ d'Antoine Kombouaré et qu'à la fin de la saison on termine deuxième derrière un club qui n'avait jamais gagné le championnat de France et que je pense ne gagnera plus jamais avant, vu la gueule de l'équipe avant au moins 15 ans. Oula, 15 ans t'es gentil. Oui. Je prends des précautions parce qu'on a vu des projets se réaliser rapidement et tout. Carlo Ancelotti, je peux pas le mettre premier. De toute façon, avant de dresser un classement, on parlera un petit peu des coachs. Il y en a 7. On va enchaîner avec celui qui est resté le plus longtemps au club du Paris Saint-Germain, Gato, Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est ce fameux 4-3-3 qui était beau, qui était propre. Exactement. C'était un PSG qui était conquérant en Ligue 1. Une violence à l'extérieur, une forteresse à domicile. Il y a des couacs en Ligue des Champions, mais c'est pas imputable qu'à Laurent Blanc, parce que la politique aussi a fait que Laurent Blanc a été mis en difficulté. On rappelle 2016. 2015, on sort contre un Barça, le Barça qui était largement au-dessus de nous. Il y a une déception contre Chelsea. Après, on a eu un quadruplé, c'était avec Laurent Blanc aussi. Donc, Laurent Blanc, moi, je suis très satisfait de son travail au Paris Saint-Germain. Et il a su composer avec des grands joueurs et faire rentrer des Rabiot, un peu Coman, etc., même s'il était parti. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait parce que c'était pas un premier choix, Laurent Blanc. C'est pas un premier choix. Mais Rekoba, il y a aussi, avec Laurent Blanc, la saison record, 96 points en 2015-2016. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce passage glorieux, mi-figue, mi-raisin, teinté? C'est difficile à juger, je trouve, Laurent Blanc, parce qu'en vrai, c'est pas celui qui part pour être celui qui restera le plus d'années coach du Paris Saint-Germain. Et en même temps, il y a, comme il a dit Gato, c'est vrai qu'il y a une énorme domination sur la scène nationale. Il a pris quasiment tous les titres possibles pendant... Il est resté combien? 6 ans? 5-6 ans? Non, il est resté 3 ans. 4 ans. Non. Plus. 4 ans. 3 ans. 4 ans. 3-4 ans. Il n'a pas fait plus. Plus, non? 3 ans. 4 ou 5 ans. Il est 3 ans. 2013-2014, 2015-2016, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Ouais. 2016, c'est Emery qui arrive. Ok, je le voyais plus que ça. Mais en tout cas, il y a cette domination sur la scène nationale et on lui reprochera toujours forcément la Ligue des Champions et le fameux 3-5-2. Et malheureusement, quand tu vois ces résultats-là, avec l'équipe surtout qu'il avait, au final, tu regardes le 11 qu'il a eu sur ces 3 années, du coup, c'est sûrement le meilleur 11, le plus cohérent, avec le moins de points faibles que le PSG a eu sur toutes ces années-là, toutes les années QSI. C'était costaud. Ouais, donc au final, tu te dis, si Ancelotti a ce 11, si Unai Emery a ce 11, si Luis Enrique a ce 11, peu importe, peut-être sauf Galtier, tu te dis, ils font sûrement mieux, surtout à l'échelle européenne, avec des gars qui ont potentiellement déjà gagné la Ligue des Champions, ou alors, comme Tuchel, qui ont été en finale. Il faut regarder les 11 adverses aussi. Oui, voilà. Ah oui, mais... Parce qu'en fait, tu as une équipe qui compare... Ok, tu as une grosse équipe. Si tu es tout seul, c'est à la fois la plus nulle, à la fois la plus forte, mais c'est toujours comparé à d'autres équipes. On n'avait pas le tableau de cette saison. C'est toujours comparé aux autres équipes. C'est vrai. Il y a un Barça... Mais Manchester City, à ce moment-là, on n'est pas en dessous. Il y a un gros Barça, il y a un très gros Bayern, il y a un gros Real, il y a un gros Atlético. Atlético, mon gars... C'était très costaud, 2014-2016. Là, avec les... il y a Griezmann, Coquet, 2014-2015, il y avait Philippe et Louis, il y avait une défense... Diego Godin. Godin et tout ça. Ouais, mais Oblak... Mais même avant Oblak, il y avait... Tu peux dire ça chaque année, en vrai. Cette année, t'as le Real, t'as qui t'as Manchester City, t'as l'Inter aussi qui est solide. T'avais un gros Chelsea aussi. En fait, l'équipe, elle était costaud.
Nous, Mais la on concurrence rêverait aussi. limite revenir à ce PSG-là, avec ces joueurs-là. Tu essaies de transposer ça, tu te dis, en fin de compte, ce PSG-là, il peut rouler sur tout le monde. Mais par rapport à la concurrence qu'il y avait, C'était costaud. Le top 8 européen, il y avait ce plafond de verre, certes, en quart de finale de Ligue des Champions, mais finalement, c'est un plafond de verre qui, certes, nous décevait, avait un goût nous restait un peu en travers de la gorge, mais qui nous permettait à chaque fois de rester compétitif et en Ligue 1, bien entendu, parce qu'on roulait sur le championnat, et en Europe aussi, parce que rester top 8, c'est quand même une sacrée performance. On va passer maintenant, notamment les 2 prochains coachs, où il pouvait y avoir des hauts, mais notamment d'énormes bas. Unai Emery, Reco. Bah, dans le critère, il y a forcément aussi un peu d'affect. Et moi, j'avoue qu'Unai Emery, j'ai vraiment adoré. Je pense que je peux parler aussi au nom de Basto, qui n'est pas là, mais qui a adoré la période Unai Emery. Ce qui est dommage, c'est que c'est un entraîneur qui avait quand même un énorme potentiel, je trouve. Tactiquement, c'est peut-être un des meilleurs footballs qu'on ait pu voir, je trouve, au Paris Saint-Germain. Surtout en Ligue 1, Parce c'était que- impressionnant. Ouais. Et les matchs, le match le plus abouti pour moi, un des matchs les plus aboutis du Paris Saint-Germain dans son histoire, c'est le match face à Barcelone où on gagne 4-0. Malheureusement, après, bon voilà, il s'en est suivi Le meilleur cette et le fameuse pire. histoire. Ouais, malheureusement. Mais après, voilà, c'est pas que de sa faute non plus, parce qu'on le sait, il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes. Mais Unai Emery, moi, c'est un football que j'ai aimé, c'est un football qui m'a fait rêver. Il y a eu Javier Pastore qui, à ce moment-là aussi, avait pris le numéro 10, qui jouait bien dans cette équipe aussi. Ouais, il y avait quelque chose il y avait Draxler aussi qui était là. Donc il y avait quand même une belle équipe. En Ligue 1, on a gardé notre domination. En Ligue des Champions, on a vu de belles choses. Malheureusement, il a été fragilisé très très vite. Et comme beaucoup d'autres coachs aussi, malheureusement, avant et peut-être aussi après, ont été fragilisés rapidement et n'ont pas pu s'inscrire un peu, on va dire, dans la durée. Donc moi, j'ai un petit goût d'inachevé avec Unai Emery. Kato, avec Unai Emery, on avait aussi dans cette continuité d'avoir un effectif très complet, très équilibré, de grande qualité, pas de stars dans cet effectif, notamment dans la saison où on fait le 4-0 et derrière il y a la remontada qui est préjudiciable un peu pour le mandat d'Unai Emery, mais c'est aussi le coach qui démarre cette nouvelle vague de superstars qui arrive au Paris Saint-Germain avec Neymar et Kylian Mbappé. ah, mais déjà, la domination en France, non, on n'est pas champion de France en 2017. C'est vrai qu'il y avait, On perd Monaco, à ouais. Nice, on perd à Monaco, il me semble. On perd aussi. On fait un match nul contre Monaco par des Princes en étant en menant. Nice finit 3e, ils font une super saison, mais il faut voir le match qu'on fait là-bas avec un top but de Pereira à l'époque, un super Balotelli, c'était le Nice avec Belanda, il y avait de très 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 belles choses. On a galéré contre Monaco. Monaco était extrêmement fort Monaco, cette Très année-là. très belle équipe, Très, demi-finale Très de belle Ligue des équipe. Champions. Voilà. Donc on n'y est pas. Et puis aussi, la direction, elle l'a mis dans une galère pas possible. Mais pas que la direction. Les joueurs. Il s'est fait trahir par ses joueurs et pas en fin de saison quand, allez, je joue plus, je vais emmerder le coach pour qu'il saute. Non, dès le début de la saison. Parce que quand il veut mettre un son 4-2-3-1, Certains qui ne voulaient pas. privilégie Pastore et qui privilégie pas Mota, par exemple, ah bah Mota, Thiago Silva, tu sens que c'est un peu, ça fait des bisbis, ça le met en difficulté. Donc, moi j'ai kiffé le 4-0. Le 6-1, je dirais pas que c'est de sa faute, il est quand même le coach, donc tu es obligé de le mettre dans l'histoire. Et malheureusement, la saison 2016-2017, c'est la première fois que tu sors en 8e sous l'ère Qatari. Et elle se suit, parce que l'année d'après, Real Madrid. tu ressors en 8e. Et 2016-2017, tu n'es ni champion, tu sors en 8e. La saison d'après, tu sors, tu gagnes contre le Bayern. En fait, c'est les saisons où, en phase de poule, tu es excellent. Tu bats toujours Le gros à domicile. tu bats toujours le gros à domicile. Tu avais battu le Bayern 3-0 avec Daniel Alves, etc. Ça, c'était en 2017-2018. Mais cette saison-là aussi, en championnat, tu roulais sur le championnat. Hein. Les victoires 6-2 face à Bordeaux, la victoire 8-1 face à Dijon, les matchs aboutis aussi, 8-0 pardon, face à Bordeaux, face à Dijon, les matchs aboutis face à Rennes. Il y avait ce contraste aussi. Il a subi l'arrivée de Neymar. Neymar qui fait 6 mois exceptionnels. Lui, on sent qu'il ne peut pas gérer. C'est plus un tacticien qu'un C'est manager. pas l'entraîneur des grands clubs. Voilà, il a montré ses limites. Et moi, je retiens aussi qu'il n'a jamais craché sur le Paris Saint-Germain en partant. Et même en partant, il avait fait... Bon, ça paraissait ridicule, mais ce qu'il voulait appliquer il y a déjà 7 ans, en 2017... Ça revient aujourd'hui. Ça rejoint aujourd'hui avec la concurrence. Et tous les journalistes sont foutus de sa gueule parce que son français était moyen. Mais rendez-vous compte, nous, Français, on a du mal avec la langue. On ne sait pas parler anglais, on ne sait pas parler espagnol, on ne sait pas parler allemand, on a du mal... On ne sait pas parler italien, on a du mal aussi avec les différentes langues arabes. Donc, on a du mal à faire ça. Les mecs viennent chez nous, Lui, il a fait ils l'effort. essaient. Alors, on sait que le français, c'est une langue qui est dure.
Aujourd'hui, il y a des gars, en fin de compte, qui sont coupables de trop de choses. Surtout qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils reprochent à certains entraîneurs ou joueurs qui arrivent, c'est de ne pas parler français ou de ne pas essayer de parler français. Le mec, il essaie. Lui, il essaye, et ça se fout de chies sa à la gueule. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que certains joueurs comme Di Maria n'ont pas parlé français. Ouais, bah oui, parce qu'au final, ils ont honte, ils ont peur que ce soit aussi mal interprété. On a vu par exemple avec ce qu'il a dit Rodrigo là en interview, ça a été tout de suite déformé, tout de suite mal interprété. Donc c'est pas évident quand tu parles dans une autre langue. Mais du coup, là, au classement, on en est où alors ? On verra, on va continuer. On parle des coachs, de leur bilan, de ce qui nous a plu, ce qui nous a un petit peu déplu. C'est vrai qu'Unai Emery, franchement, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça aurait pu donner s'il n'y avait pas aussi tout ce climat autour de Unai Emery, t'es un coach qui n'a pas forcément touché les grands clubs. Tu fais une saison mauvaise, parce que bon, t'as la remontada, tu gagnes pas de titre, et là, boum, tu te retrouves à 400 millions de dépenses pour Mbappé, enfin 222. Mais c'est pas lui. Oui, c'est pas lui. Il n'a même pas son mot à dire. Voilà, c'est ça, Ah ouais, c'est que clairement, ouais. tu vois, c'est pas son mercato, c'est pas bon. Ouais, Neymar peut-être, Mbappé, on attend. Bon, il a eu directement ces 2 joueurs-là, ça avait fonctionné bien en championnat, mais un peu moins. On arrive avec le seul coach pour le moment qui a fait finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel, Gâteau. Thomas Tuchel, c'est mitigé aussi, parce que les 6 premiers mois de Tuchel, ils sont exceptionnels. Il part avec un 3-4-3. Vraiment, c'était beau à voir. Il avait incorporé les jeunes. Il y avait Moussa Diaby, il y avait Christophe Nkunku, il y avait Colin Dagba. Même quand il avait fait une connerie à Guingamp, il a été rattrapé. On pensait qu'avec Buffon, on allait arriver à quelque chose. On fait un truc exceptionnel jusqu'à Manchester United, Old Trafford. 2-0. Gagne là-bas. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Et le retour, avant la défaite, tu ne te prépares pas parce que tu penses que tu as déjà gagné. Avant la défaite, pas de mise au vert. Les mecs, ils viennent un peu comme ils veulent. Les joueurs, ils font des cagades. Et ce qui suit après cette défaite-là, les gars, on a perdu à Montpellier. On a perdu la finale de la Coupe de France face à Rennes, un club qui, en France, ne gagne jamais. Rien du tout, c'était les losers. On menait ultimes. 2-0 en plus. C'est ça le plus grave. C'est qu'on mène 2-0, on se permet de perdre au penalty, là où nos Nilers nous ont lâché. Daniel Alves nous a lâché, même s'il avait marqué, je crois qu'il avait marqué un top but. Kylian Mbappé se prend un rouge. Et en plus, on envoie les petits jeunes aller tirer au tir au but. Kunku, la frappe dans les cieux. Ouais, et après, qui fait en sorte qu'ils partent. Après la Ligue des Champions, par contre, on arrive en finale. Le format, c'est le format. On va en finale de Ligue des Champions. Parce qu'on va aussi taper le Real 3-0 chez nous. En phase de poule. On fait 2-2 aussi au Bernabéu. On était mené 2-0. Exactement. Pablo Sarabia qui était formé là-bas. Ouais. Reprise du Carn et tout. Non, franchement. Il y avait quelque chose. Même en phase de poule aussi, durant la période de 2020, avant le Covid, en phase de poule aussi, c'était costaud. Face à Galatasaray, face à Bruges, si je ne me trompe pas et aussi. On a aussi, face au Istanbul Başakşehir, le gros problème qu'il y a eu. Qui a fait beaucoup de mal à Tuchel d'ailleurs. Oui, et surtout, Tuchel, il a eu toujours des guerres avec ses directeurs. Leonardo. Même avec Enrique, c'était bizarre. Tu sais, c'est quoi le problème de Tuchel en réalité ? C'est qu'il y a eu un beau passage, je dirais, et il y avait quelque chose comme un peu Unai Emery, sauf que Tuchel, lui, bizarrement, lui, il a décidé son mercato. C'est lui qui te ramène Kehrer, Gay, Diallo, Buffon, tu vois. Après, s'il les ramène aussi, c'était pour mettre sa philosophie en place. Sûr, le 3-5-2, le 3-5-2, il dure pas longtemps. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire un mercato. La preuve, c'est qu'au final, quel joueur tu ressors là-dedans ? Kehrer, c'est lui qui t'a coûté 37 millions importants, ouais. Buffon aussi, c'est lui qui fait la boulette face à Manchester. Voilà quoi, le mercato il est un peu défaillant et c'est dommage parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment eu du bon avec Tuchel. Moi j'ai beaucoup aimé. Bernat aussi, très costaud. Bernat là, avant sa blessure, Bernat, mais il a marqué même contre Manchester United. 8 buts sur sa période où il était en Ligue des Champions. Dortmund, c'est lui qui marque avec exactement Neymar. Avec Neymar. Donc c'était et aussi en demi-finale de Ligue des Champions si je me trompe pas. Face à Leipzig. C'était Bernat aussi. Marquinhos. Parce qu'il y a Bernat qui tire et t'as Neymar qui veut la repousser dans les cages. Donc c'était une belle période. Après, tu avais aussi ces périodes du 4-2-4, les 4 fantastiques, avec Icardi, Cavani, Neymar, Mbappé. Ça s'est pas forcément bien passé. Di Maria aussi. Di Maria, enfin ça s'était pas bien passé. Oui, justement, Di Maria, pardon, à droite. Donc c'est pour moi un immense regret, Tuchel. J'aurais aimé voir ce que ça donne de plus. Ouais. Et on a un autre coach où là, on voulait encore une fois pas passer un cap, mais passer un cap tactique. Essayer de donner une philosophie de jeu au Paris Saint-Germain. Un ancien joueur du Paris Saint-Germain, monsieur Maurizio Pochettino. Bon, sur Pochettino, il a très vite abandonné sur la deuxième saison. Alors, il arrive en hiver. On n'est pas champion non plus en 2021. Mais regardez le parcours qu'il fait en Champions League. Demi-finale. Mais le parcours qu'il fait en Champions League, moi, c'était inimaginable avec cet effectif-là.
Parce que c'est avec les... Parce que tout le monde dit oui, les gays, tout ça. Oui, ça les critique, mais bizarrement, ils étaient là. Herrera, Danilo, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Les gars, critique, arrêtez de parler en mal comme ça des joueurs. Dites que vous ne les aimez pas, dites que vous ne les trouvez pas bons, mais de là à dire c'est de la merde, c'est quand même très péjoratif. Dur. Même moi, il y a des joueurs que je n'aime pas du tout, que je vais voir partir, je n'irai pas jusqu'à dire c'est de la merde. Bon, entre ils sont nuls et c'est de la merde, moi je trouve qu'il y a un écart pour le manque de respect. Mais ils étaient bien contents quand ils faisaient des performances en demi-finale. Moi j'ai vu un 4-1 au Barça, on a eu très chaud au retour, certes, il y a Keylor Navas, etc. Les 4-1 à l'extérieur, il faut les mettre. Tactiquement, contre le Bayern, le 3-2 là-bas, c'était inimaginable. On a perdu au certes, ok. Manchester City, la première mi-temps, c'était crème. Par contre, le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, il faut se rappeler du Real Madrid, comment c'était, les gars. Le Real Madrid, il met Danilo en relayeur droit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, tactiquement, ça tient. Et après aussi, si les joueurs l'ont lâché, moi je suis désolé, on lui ramène Messi, alors que dans son projet de jeu, c'était pour jouer en contre avec Kylian Mbappé, qui était très 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 bon, qui sortait du... Il a révélé Kylian Mbappé. Il faut se souvenir aussi du documentaire dans Prime Video. Il y avait une discussion entre les deux joueurs, et Kylian Mbappé l'aura révélé plus tard. Il lui a dit de un peu changer son jeu. Et la spéciale de Kylian Mbappé, eh bien, de Maurice Lapoche, comme beaucoup aiment le dire chez les détracteurs. C'est son fils qui a fait en sorte qu'il s'entraîne... Sébastien Pochettino. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Pochettino, c'est un mélange un peu de tout, un peu meneur d'homme, un peu tacticien. Il est bon dans les deux. J'avais vu un reportage, son premier club en Angleterre, c'est Southampton. Franchement, il a réussi à mener l'équipe. La préparation physique qu'ils font, mentale et tout, c'est incroyable. Il a fédéré un groupe et c'est ce qu'il a réussi à faire sur ça. Il a fait 2 ans, on est d'accord? 2 ans. Ouais. 1 an et demi. Un an et demi, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Parce qu'il a eu une année aussi, enfin une demi-année avec Messi. Et au final, il avait une équipe. Non, il a un an complet avec Messi. Un an complet. Il a la saison il arrive à la moitié. Ouais, c'est ça. Il a la saison des Galactiques. Et en fait, il a révélé du coup Mbappé, on est d'accord. Et en fait, il a réussi à avoir. Il y avait Keylor Navas aussi. Et quand tu as un grand gardien et un grand attaquant, c'est un peu plus facile pour aller loin dans une compétition. Et au final, il y avait Neymar qui était là face au Bayern, un match important. Il était là et ça nous a bien aidé. Mais c'est clair que ce qu'on a vu en Ligue des Champions. Après, le problème, c'est qu'il y a les joueurs aussi qui décident. Et en Ligue 1, ils en avaient rien à faire. À part peut-être Mbappé sur cette année-là. Mbappé, on l'a vu, le match face à Strasbourg. T'avais pas le même PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions, en fait. C'est pas le pire. La Ligue 1 2020-2021, même si Tuchel fait des conneries au début avec Lens, etc., c'était costaud. Ce championnat-là, on devait le gagner. Parce que moi, je suis désolé, tu perds à domicile contre Marseille, ça, c'est pas Pochettino. Honteux. Tu perds à domicile, par contre, tu perds à domicile contre Nantes en menant 0. Merci la passe de Kylian Mbappé pour Colomboigny. Tu fais des 2-2 contre Bordeaux parce que tu rigoles devant quand tu rates. Tu perds contre Lille. Il faut aussi se rappeler du match face à Metz où on galère à gagner. Tu vois les joueurs qui tombent par terre de fatigue aussi. Donc, il y avait cette premiers 6 mois de Pochettino qui était compliqué, mais en Ligue des Champions, on avait cette petite île. Après, l'année d'après, même s'il y a la catastrophe face à Madrid, en championnat, malgré la faiblesse de l'équipe, il finit avec 10 points d'avance. Oui, après, ça reste, on va dire, le travail de Ligue 1. On le voit encore cette année. On a vu aussi la faiblesse du championnat. C'est le problème, c'est pas forcément la faiblesse du championnat, mais on va dire que c'est les locomotives. Et cette année-là, personne. La gueule de l'équipe quand on jouait face à Lens à l'extérieur, comme on avait eu chaud. Et pourtant, tu finis le championnat, je vais pas dire tranquillement, mais un peu quand même. En première partie de saison, t'avais une belle avance face à Marseille. Après, c'est costaud. Après, c'est pareil, tu dois encore bricoler. Au final, on parlait tous de la deuxième année de Pochettino, un mercato important, etc. On parlait d'un gros milieu de terrain. À ce moment-là, on parlait de Pogba. Qui c'est qui ramène? Lionel Messi? C'est pas lui, Non, pas lui. Mais justement, qui c'est qu'on lui ramène dans les pattes? Chaque fois, en fait, le dénominateur commun de tous les entraîneurs les décisions. Le dénominateur commun des problèmes des entraîneurs, c'est la direction aussi qui amène à chaque fois des problèmes. Pourquoi amener des choses qui sont contraires à la nature des entraîneurs? Tu lui amènes Donnarumma dans les pattes. Et ça a commencé dès la première année, dès Carlo Ancelotti, et c'est pour ça qu'il est parti. Non, c'est pas parce que Ancelotti, c'est pas le premier entraîneur du PSG. Non, c'est Antoine Comboiré. Mais oui, alors si on enlève le grand entraîneur et avec ce qui s'est passé avec Ancelotti, t'as Antoine Comboiré qui est premier, tu le dégages. Tu le dégages, champion d'automne. Mais tu vois, c'est Pochettino, tu lui ramènes Donnarumma. Tu crées des problèmes, sachant qu'on était enfin sorti de problème. Tu lui rajoutes un autre problème. Tu prends Messi, tu prends Ramos. Bon, finalement, la deuxième saison, elle était un peu mieux, mais bon, tu ramènes Ramos. Tu prends Wijnaldum, tu peux lui dire que c'est une bonne piste. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais bon. Mais finalement, tu lui ramènes aussi certains joueurs qui font que, notamment Nuno Mendes, notamment Hakimi, ça pouvait partir dans certaines choses assez intéressantes.
Tu lui ramènes Messi dans les pattes. Tu lui mets Messi dans les pattes alors que t'as Neymar et Mbappé. Si t'as un gros milieu de terrain à ce moment-là, ça peut être autre chose. C'est autre chose. Ouais, le problème, c'est qu'eux, financièrement, ils prennent tellement de poids financièrement. Tu peux pas. Que tu peux pas prendre le milieu de terrain de classe mondiale. Comme quand tu prends Neymar et Mbappé, t'avais pas assez pour améliorer tes latéraux. T'avais pas assez pour améliorer tes milieux de terrain. Et peut-être que si tu prenais pas un des deux, tu aurais peut-être pu faire Sergej Milinkovic-Savic. Est-ce qu'il y a un entraîneur pour l'instant qu'on a évoqué? Est-ce qu'il y a un entraîneur où on se dit, avec lui, on a tout essayé, on a été au maximum, on a été au bout. Non. Et du coup, cet entraîneur, il nous a pas donné satisfaction. Pour le moment, non, puisqu'on va pouvoir enchaîner sur peut-être celui qui fera l'unanimité dans les dernières places, Christophe Galtier. Christophe Galtier qui avait des déclarations très élogieuses. Élogieuses envers ses joueurs. Il était dans la caninothérapie parce qu'il savait qu'il n'avait pas le choix. Surtout envers le PSG aussi en termes de déclarations élogieuses. Oui, c'est un ancien de Marseille, un ancien de Saint-Etienne, mais il n'a jamais manqué de respect au Paris Saint-Germain en soi. Il faut être lucide. Son passage est catastrophique parce qu'on a tellement souffert la saison dernière. C'était dur. Hein. Mais quand vous regardez en fait avec du recul, t'as Neymar, t'as Messi, t'as Mbappé. Il casse les pieds. Lui, en fait, il est venu pour passer un standard au Paris Saint-Germain. Luis Campos le ramène parce que aussi les directeurs sportifs. Oui, voilà, il y avait le duo Campos-Galtier. C'est très difficile pour lui. C'est quasiment impossible de coacher ces mecs-là. Donc, en fin de compte, tu mets ces gens-là. Tu mets des petits Vitinha, des petits jeunes qui sortent d'un grand club comme Porto, mais c'est aujourd'hui à l'échelle européenne, c'est pas un top 16. C'est plus ça. Et du coup, en fin de compte, tu dis le mec, il pouvait pas faire. Est-ce qu'il pouvait faire plus? Il a fait ce qu'il pouvait. Christophe Galtier, en réalité, il a payé toutes les erreurs et tout le mal qui a été fait en amont. Il a tout pris lui, quoi, sur son année. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a 3 mecs devant qui mettent pas du leur. Il se retrouve nommé à la dernière minute parce que lui-même était surpris. Il arrive quelques jours avant la pré-saison. Parce qu'on sait très bien que les dirigeants ont forcé avec Zidane jusqu'au bout. Donc au final, ils ont nommé Galtier et lui-même était surpris. Le mercato, on est à 700 millions, plus grosse masse salariale, jamais vue, etc. Recordman et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a des mecs qui n'ont pas envie. Bon, lui, c'est clairement, tu sais qu'il n'a pas le coffre pour gérer des mecs pareils. La preuve, c'est que tactiquement, on l'a senti, il n'y avait aucune ressource et que la seule stratégie, c'était bon, les gars, vous êtes des grands joueurs, allez-y, vous allez le faire. Non, c'est pas normal. Mais le pauvre, c'est qu'il n'avait pas à être là, il n'avait pas à être dans cet environnement-là. Exactement. Et il a payé tout ce qui s'est passé sur les années précédentes. Le dernier, Lucho, Luis Enrique Gato. Écoute, Luis Enrique, lui qui a su. Parce que la direction l'a aidé, par contre, cette fois-ci. Pour une fois. Donc, il a su mettre en lumière le club. C'est-à-dire que vous venez au Paris Saint-Germain, il faut que vous ayez envie de jouer au Paris Saint-Germain. Je ne voulais pas ça venu. Je suis très clair là-dessus. On a fait des vidéos là-dessus. Moi, tout ce qui était ancien de Marseille, ancien du FC Barcelone, parce qu'on a des conflits. Maintenant que le FC Barcelone en Europe, ça ne faut pas le négliger. Je ne voulais pas ça venu. Une fois qu'il est là, je vois le travail qui est fait, je voulais dire bravo. Parce que, avec les joueurs qu'il a là, le matériel qu'il avait, liste, en fait, il a exploité le maximum. Non, c'est pas le maximum. Il a exploité à 140, 160% l'effectif. Surperformance. Mais bien sûr. Est-ce que toi, tu regardes ça, tu te dis, on peut aller en demi-finale de Ligue des Champions, peu importe le format, peu importe le truc. Ah bah non, quand même. C'était quart de finale pour moi. Ah voilà. Donc, il a bien exploité l'effectif. Il a fait en sorte que la concurrence soit saine. Le cas Mbappé, il a géré comme il a pu aussi. Parce franchement, il l'a bien géré. Hein. Politiquement, c'était pas forcément facile aussi à faire parce qu'il y a toujours. On oublie l'aspect politique c'est chiant. Le Paris Saint-Germain. On a oublié ça. Et il jouit d'une place plus importante que les entraîneurs précédents. C'est sympathique, la confiance des dirigeants surtout, parce que lui, il a gagné la Ligue des Champions autre part, tandis que les gars qu'on a cités avant, comme à part Ancelotti, tous les autres, ils venaient passer un step au Paris Saint-Germain. Lui, il a déjà gagné ailleurs, et il vient et essaie d'inculquer ou d'amener quelque chose. De faire passer un cap à ce nouveau projet du PSG. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa saison, parce qu'il en a une seule. Je vais pas lui donner toutes les clés non plus du camion. Il faut faire attention. Faut faire attention parce qu'il a fait certains recrutements au FC Barcelone. Mais moi, je suis très satisfait de ce qu'il a fait. Rico. Après, on peut pas trop le comparer avec les autres. On peut parler de sa saison, mais pour moi, on peut pas le comparer avec les autres. Parce que pour moi, il n'est pas dans le même classement. À partir du moment où le PSG il n'a pas fini son mandat, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, lui, c'est différent. Cette année, tu sens que c'est différent par rapport aux années précédentes, par rapport aux années QSI. Parce que là, il a la confiance, il travaille dans un environnement serein. On a remis le sportif en avant le marketing, etc.
Là, tu sens qu'il a la confiance, qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il n'y a plus aussi de grosses têtes d'affiche. Donc là, tu sens que, pour moi, c'est un contexte totalement différent. Ouais, c'est un contexte totalement différent. C'est lui qui est en avant, etc. Donc le contexte est tellement différent que pour moi, on ne peut pas vraiment le mettre dans ce classement. Quand bien même il fait ses 2-3 ans, il aura fait 2-3 ans, on va dire, au maximum qu'un entraîneur puisse avoir, pour le moment de ce qu'on voit. Bilan final 2. Savoir qui est le meilleur coach de l'histoire de QSI. Gato, quel est ton top 7? Le 8e. 7e. Non, mais moi je vais. Comboré, pourquoi vous le mettez pas, Comboré? Comboré, les gars, moi je. Bah, tu mets Galtier dernier, du coup, non? Oui. Okay. Galtier 8e. Galtier 8e. Comboré, il a pas pu faire ce qu'il a pu, mais c'était trop court. Mais Galtier, je suis obligé de le mettre en dernier. Donc Comboré, il. Comboré 7e. Ouais. 6e, j'hésite quand même entre. Parce que Pochettino, il fait une demi-finale. Tu le mets aussi bas. Mais il perd le titre. Mais il y a d'autres personnes qui ont perdu le titre et qui ont fait un 8e. C'est vrai. Emery en soi. Et la remontada pour Emery. 4-0, tu perds au retour. Tu gagnes 4-0, ouais, mais tu t'en prends 6. En plus. C'est vrai que malgré un scandale, tu dois pas en prendre 6. Donc, surtout quand tu marques à la dernière minute. Unai Emery 6e. Ouais, je suis désolé. Hein. Ça me fait mal parce que je l'aimais bien, mais voilà. Le 5e. Écoutez, Carlo Ancelotti, on l'aime bien, mais lui aussi, il a perdu le titre. Ouais. Lui aussi, il a perdu le titre. Et en soi, même si on aurait voulu voir plus, il faut le juger pour ce qu'on a vu, pas pour ce qu'on a voulu voir. Donc, c'est du... Oui, ce qu'on a espéré, ce qu'on a vu, voilà, c'est différent. C'est différent. 4e, du coup, Ancelotti. C'est déjà bien noté. Le top 3. Le top 3... Luis Enrique, pour le moment, il n'a pas gagné non plus. Personne n'a gagné la Champions League, mais en fin de compte, la sérénité qu'il a mis, je ne peux que le mettre premier. Alors, Tu mets premier Luis Enrique? C'est avec la temporalité, voilà. Tuchel, Pochettino, Tuchel, il y a eu des problèmes. Tuchel, il y a finale. Hein. Tuchel, il y a finale. Tuchel, il a toujours gagné le championnat. Mais Tuchel aussi, il y a du Manchester United, où c'était impensable. Avec l'équipe B, Taichung, Greenwood, etc. Voilà, tu vois, c'est quand même grave. Et le flocage du PSG d'ailleurs. Ouais, 54, je me rappelle, ou 44, je ne sais plus, à la boutique. Et puis, moi, j'étais en tribune de presse, j'étais au stade. Ah, c'est ballot. En plus, les gens qui me connaissent savent que Manchester United, c'est pas anodin pour moi. Donc, c'était bizarre. Non, à 2-3, Pochettino, après, il a trop vite abandonné. Tuchel 2e. Je crois que c'est ça. Hein. Et Pochettino 3e. Ouais, j'ai pas le choix. Sur le papier, comme ça peut paraître catastrophique, mais quand on argumente... Non, donc ça se tient. Rico, voilà. ton top 8. Bon, on va commencer avec Galtier. Comme d'hab. 8e, Antoine Comboiré 7e. C'est dur en vrai. Hein. C'est très très dur. Pas facile. Hein. 6e. Unai, Poch. 6e, Unai Emery. Attends, t'as pas cité Blanc. Ah ouais, c'est vrai. Blanc c'est 4. pour ça que Nix, faut savoir que Nix n'est pas loin. Voilà. Et en fait, Blanc, c'est pas le 5e. Parce je décale tout, je mets Laurent Blanc 2e. Même s'il a fait des cagades, je mets Laurent Blanc 2e. Oui, Unai Tuchel 3e, Pochettino 4e. Voilà. Unai Emery. Ce qu'il a fait quand même. Ouais, c'est costaud. Faut respecter aussi. Ça fait 9, hein. 9. Attends. Ça fait 8. 8. Les gars, les maths aussi. J'étais nul en maths. Ouais, mais quand même, je te demande pas des fonctions affines ou voilà. Là, je te demande juste de calculer jusqu'à 8. Problème, les gars. Est-ce qu'on met Ancelotti devant Emery? C'est toi qui vois. Et Pochettino. Ton classement. C'est dur, c'est très dur. Donc ça fait 8 Galtier, 7 Comboiré, 6 Pochet. Il met le 7e d'abord. Non, 6 Ancelotti. Et le 7e, c'est qui? C'est Comboiré. Comboiré 7e, 6 Ancelotti, 5e. 5 Unai. Unai Emery, 4e. Pochettino. Pochet, 3e. Luis Enrique. 2e. Wesh. Ouais, parce que pour moi, il a un contexte favorable. Il a aujourd'hui. Il a pas terminé, c'est ça. Il a pas fini et tout. Et même, il a le contexte qu'il faut. Il est trop bien. Ouais. Les entraîneurs d'avant, ils n'avaient pas ça. Deuxième, qui est Tuchel ou Blanc? Qui sera le premier? Quelle médaille d'or? Je vais mettre Blanc 2e. Parce que pour moi, l'équipe qu'il a, peut-être qu'il y en a qui font mieux et qui vont au moins en finale de Ligue des Champions. Au moins en demi.
L'équipe qu'il a, elle est en autogestion. L'équipe qu'il a, c'est une armada. Au milieu, derrière, c'était devant. costaud. Franchement, C'est trop incroyable, fort. hein. Même les remplaçants. Même le banc, les Lavezzi, les Lucas Marquinhos, les bails de... David Luiz aussi. Les mecs, ils sont au top. Oh. Ta colonne vertébrale, elle est au top. Il te manque aller un gardien. Peut-être un latéral droit. Et t'as eu Kevin Trapp à ce moment-là, je crois. Ouais, C'est pas ouais. dégueu, Kevin Trapp. Un en vrai. latéral droit, il te manquait peut-être. Ouais, un latéral droit. Et Quoi encore, t'avais Aurier, Van der Van der Wiel. Aurier, Il manquait un gardien. Tu lui mets un gardien. Mais Et alors, l'équipe, mais elle tu vas est- pas avoir... C'est pas avoir les meilleurs joueurs à chaque poste, c'est l'osmose. Et c'était vraiment... C'était propre. Ah oui, c'était en autogestion. Donc vas-y, je vais mettre Blanc en 2 et Tuchel en 1. Troll en 1. Tuchel, franchement, en avec le matos qu'il a, après c'est lui, comme j'ai dit, qui a déconné, mais vous voulez mettre qui en 1? Bah moi j'ai en Toi, 8ème. t'avais mis qui en 1? Moi, j'ai mis Luis Enrique. Bah voilà, frère, une saison. Ah là c'est un peu culture de l'instant là. quand Ah, même. bien sûr que c'est culture de l'instant, mais évidemment, à la fin du mandat, peut-être que ça va évoluer, on verra. Mais Meilleur entraîneur de QSI, il avait une saison. en Dans une, un sa- putain en de une saison, contexte. il a fait des trucs que personne n'a fait. Triplé national. Hein. Il y en a qui ont fait des triplés Ouais, avant. mais parce qu'ils ont fait même des quadruplés parce que la Coupe de la Ligue est... Oui, Voilà. C'est vrai, il y avait la Coupe de la Ligue, maintenant il n'y a plus. 8ème pour moi, bah, Christophe Galtier, facile. Comboiré, 7ème. Unai Emery, 6ème. Double 8ème de finale, pas de titre et en plus la remontada. C'est beaucoup. C'est énorme, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. 5ème, Pochettino. 4ème, Ancelotti. 3ème, bah, Luis Enrique, 3ème. 2ème. Ancelotti devant Pochettino. Alors là... L'inverse plutôt, non? Non, c'est son classement. Non, 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 C'est son non, classement. non, non, Vous non, laissez non. faire son classement, s'il vous plaît. Donc j'avais dit Classement. 3ème Luis Enrique, 2ème Monsieur Thomas Tuchel et 1er Laurent Blanc. Ça va, on est Ouais, un peu pareil. Non, ça me c'est va, pas... c'est kiff-kiff, c'est ouais, kiff-kiff. c'est pas... C'est pas Au moins on a le kiff-kiff. même top 3. On a le même top 3, Non. quasiment avec les joueurs, même si Ouais. c'est pas le même, c'est des différents Ouais. degrés. Mais en tout cas, Luis Enrique c'est déjà ici dans notre top 3, c'est fort, c'est costaud pour une première saison de la part du tacticien espagnol. Dites-nous dans les commentaires quel est votre top 8 des meilleurs coachs de l'histoire du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Et peut-être qu'un jour, on fera les meilleurs attaquants, les meilleurs ailiers droits, les meilleurs milieux de terrain, défenseurs et, Et gardiens. pourquoi pas d'autres airs aussi. Exactement, d'autres ères aussi, pourquoi pas l'ère dorée du Paris Saint-Germain. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, mettez-nous votre classement, si vous voulez qu'on en fasse plus, likez, peut-être aller à 5000 likes on fait les attaquants. Voilà, s'il n'y a pas 5000 likes, s'il n'y a pas 5000 s'il n'y a pas 5000 likes, eh ben pas peut-être la que ça sera la dernière 5000. de l'histoire de Paris Central. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ici, c'est Paris. Ciao.